Polysécure, épisode technique. Je suis accompagné de Jordan. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Bonjour Nicolas. Aujourd'hui, tu viens nous parler de CTI, un volet peut-être un peu plus spécifique, puis peut-être on va avoir l'occasion d'aller de façon plus vaste dans d'autres enregistrements. On va commencer par, j'aimerais ça que tu me définisses qu'est-ce que le CTI, qu'est-ce que le travail d'un analyste CTI, justement, pour qu'on ait une base commune de compréhension, puis après ça, on ira vraiment sur la problématique que tu as constatée dans les derniers mois. Ok. Eh bien, je vais partir sur une définition assez simple. Je vais reprendre ce qu'a dit Sergio Caltagirone, qui est un expert cyber qui a travaillé au gouvernement américain et chez Microsoft. Pour lui, la CTI, c'est de la connaissance qui est exploitable liée à des adversaires, à des attaquants. Dans celle-ci, on va retrouver leurs activités malveillantes, on va retrouver des éléments du contexte des TTP, donc Tactics, Techniques and Procedures, qui vont permettre aux organisations et à la Blue Team de réduire le risque et augmenter leur posture de sécurité. C'est un élément très important de la gestion et la protection la gestion des incidents et la protection des entreprises, des réseaux d'entreprises. Le travail de l'analyse CTI là-dedans, comment il s'organise, comment il se place? Alors, ça va vraiment dépendre des organisations. En gros, il y a 4 types de threat intelligence qu'un analyste va produire pour son organisation. On a la partie stratégique qu'on va plutôt retrouver pour tout ce qui est grand groupe ou côté public, sur lequel il va falloir fournir des macro-tendances, essayer de trouver des intentions liées à des APT. On va essayer de comprendre les risques géopolitiques ou en termes de vraiment pour son organisation. Donc ça, c'est la partie stratégique, c'est relativement sur le long terme. Ce qu'on va retrouver le plus régulièrement côté analyse, ça va être du travail plus opérationnel et technique. Donc ça va être du travail sur la connaissance de l'adversaire, sur les différentes campagnes qui sont liées, les accès initiaux qui sont utilisés, les TTP, tout ce qui est chaîne d'attaque. Et on va essayer de retrouver des observables, des artefacts, des IP, URL, domaines, tout cela pour créer soit des playbooks côté SOC ou côté réponse à incident, pour faire des fiches, notamment tout ce qui va être lié à de la mitre-attaque, pour aider ces équipes à se préparer. On va aussi faire du threat hunting dans son organisation si on suspecte qu'elle peut être cible d'un attaquant. Et du coup, on va créer différentes règles, Sigma, Yara, etc., pour peupler ces équipements de sécurité. À partir de ces éléments-là, faut les chercher. Puis c'est un peu l'état de la nation que tu veux peut-être partager, dans lequel on est rendu. On enregistre, on est en juin 2025 et on vit une situation qui rend le travail des analystes CTI un peu plus complexe que ça l'a été par le passé. Exactement. Donc, le travail d'un analyste CTI, c'est vraiment la première étape, c'est la collecte. On va collecter des informations un peu partout, donc notamment sur les sources ouvertes avec de l'OSINT, et on va s'aider de différentes sources. Ça peut être Twitter, ça peut être LinkedIn, ça peut être des fournisseurs d'articles, de blogs, des créateurs de blogs, de contenu, des flux RSS, des guides, etc. Et ce travail de nos jours est de plus en plus difficile. Alors, pourquoi? Je vais prendre le cas de ce qui est arrivé en avril 2025. Il y a eu une grande campagne qui a été nommée Wine and Grape Loader, qui a été attribuée, c'est ce qu'on voit directement, à un APT 29, qui est connu pour avoir fait pas mal de choses côté cyber. Et en fait, on va retrouver 1001 articles, donc en tout genre, qui va parler des activités du groupe et surtout de cette campagne-là. Et le problème qu'on rencontre de nos jours, c'est la qualité de ces articles. On va avoir de nombreux articles
j'avais parlé de niveau stratégique, de niveau technique, etc. Eh bien, des articles qui manquent sur tous les points, où on est plus que sur un travail journalistique, souvent de copier-coller d'autres articles, dans lequel l'analyse, du coup, va devoir faire face à un bruit immense. Ouais, ça complique énormément le travail, surtout en incident. Moi, je suis plus spécialisé en incident. Ce qui fait que quand on est justement face à une situation, on cherche les informations pertinentes, les CTI en l'occurrence. Et de cette recherche-là, plus on a à chercher longtemps, plus ça pénalise la capacité de retrouver. Donc, ça complique énormément les choses. Cette nouvel état de la nation. Là. Exactement. Et ça pousse aussi, du coup, à s'abonner à des feeds payants, en général, afin d'avoir de la qualité derrière. Donc, on a de la très faible qualité de posts ou de rapports qu'on va retrouver en ligne, couplé à un nombre de plus en plus grandissant. Donc, par exemple, pour Grapeloader, j'ai étudié une trentaine d'articles et de rapports qui sont liés à cette attaque. Et parmi celles-ci, la majorité était copié-collé de la même source qui était Checkpoint, par exemple. Checkpoint qui a fourni un excellent travail sur le sujet et qui a été précurseur, du coup, qui a posté parmi les premiers un rapport. Google aussi. Et ce sont ces articles-là qui vont être réutilisés, puis réutilisés, puisqu'on retrouve aussi un effet poupée russe. Comme on ne sait plus exactement où est la source initiale du rapport, d'autres créateurs de contenu vont copier quelque chose qui a déjà été copié ailleurs. Donc on se retrouve avec très peu d'informations. Une dilution de plus en plus grande du contenu, quitte à ce que ça devienne quasi de l'homéopathie à la fin du cycle. Exactement. On va retrouver tout ce qu'il ne faut pas avoir, hein. L'absence d'indicateurs techniques, l'absence de détails opérationnels, on va recycler un maximum l'information. Et le pire, c'est que ce recyclage, du coup, on le voit assez rapidement puisqu'il n'y a pas d'analyse, on n'a pas la patte du fournisseur, de l'entreprise, de l'organisation derrière. On n'a absolument rien, à part des citations. De là, et sans nécessairement nommer ceux qui sont un peu coupables de cette façon-là, est-ce qu'on retrouve des grandes compagnies reconnues qui font ces éléments-là ou c'est vraiment propre à des influenceurs qui veulent avoir leur petit moment de gloire? On va retrouver des sites web qui sont des sites qui sont spécialisés, on va dire, dans tout ce qui est APT, cybercrime, qui font des news, etc., qui vont faire du gros copier-coller de ce genre. On va retrouver aussi des pages LinkedIn, sans les nommer, mais qui s'occupent du Daily Cyber Security News, par exemple, avec plus de 30 000 abonnés, qui vont fournir des rapports qui sont à 90% copier-coller. On parle énormément de valeur à la qualité et de qualité au travail qu'on doit faire à ce moment-là, justement, parce qu'on perd l'original et dans le fond, ça devient plus une chasse au trésor de retrouver l'original qui amène la valeur que perdu à travers un paquet de faux qui essaient de se prétendre être le vrai. Là. Exactement. On, Côté Glimpse, par exemple, on a notre équipe CTI qui fournit des rapports assez réguliers. Alors évidemment, certaines citations sont faites pour ne pas réinventer la roue. Les articles prennent beaucoup de temps à rédiger, normalement. Et effectivement, de nos jours, on essaye d'être le plus rapide afin de générer un maximum de vues, être à jour. Une campagne va être étudiée pendant, on va dire, 1 mois grand maximum, et on va passer à autre chose. Donc on tombe assez rapidement dans les travers des mauvaises pratiques en CTI. Du coup, un professionnel côté CTI, un expert, un analyste, va tirer très peu de valeur, comme on l'a dit. Il va potentiellement perdre du temps, va passer à autre chose, ou totalement demander, par exemple, du reverse directement à des collègues reverseurs de souches potentielles. Mais en tout cas, comme tu l'as dit, face à un incident, on va dire une P1 qui doit être résolue
ou en tout cas on doit avoir une première étape d'effectuer de remédiation dans des temps records, eh bien la CTI va, de nos jours, être de moins en moins utile. De là, oui, pardon, continue. Désolé. Et on va être beaucoup plus dans de la CTI utilisée pour du threat hunting, par exemple. Donc être plutôt proactif, plutôt que réactif. À ce moment-là, puis là, tu parlais justement être le premier à déposer quelque chose. Est-ce que tu vois aussi l'effet de la première analyse qui est de moins bonne qualité, étant donné qu'ils sont pressés de livrer? Tu parlais justement de tomber dans les travers du CTI. Est-ce que ça t'en a vu passer, autre de celle que d'avril dernier? Alors on va en retrouver, par chance, justement dans ce domaine. Les grands groupes ont en général les informations avant tout le monde et vont être les précurseurs au niveau de la création d'articles. Donc ils vont créer les meilleurs articles et c'est ceux-là qui vont être copiés un peu partout. Donc là, pour la campagne de Grape du mois dernier, Checkpoint a été clairement dans les premiers. Peu après, on avait eu Google, etc. Et la qualité de leur rapport, les informations qu'ils ont données étaient utiles et ont été recopiées pour le coup. Les autres fournisseurs, du coup, de ce que j'ai remarqué, n'ont pas accès aux vraies sources. Ils vont être plutôt côté OSINT sur le web classique, tandis que les gros fournisseurs auront des accès côté dark web, des accès privilégiés, auront des feeds en tout genre. Là, je vais prendre par exemple Intel 471, qui est un fournisseur de feed CTI de qualité. Et eux, ils récupèrent de diverses sources en tout genre sur tout type de plateforme, que ce soit côté web ou dark web. Et eux, ils vont avoir les informations avant tout le monde. Tu mentionnais justement le fait de peut-être l'obligation d'embarquer sur des feeds payants. Est-ce qu'il y aurait une volonté de certains recopieurs de pousser les gens tranquillement vers les feeds payants puis d'abandonner un peu l'espace public? Puis tu sais, je suis d'accord qu'il faut les deux, il faut quand même gagner nos vies. Là. Et vous faites partie de ces groupes-là qui ont besoin d'avoir des entrées d'argent pour financer ces éléments-là. Mais en même temps, pour le bien collectif, il y a quand même un bénéfice très grand d'avoir ce partage public, au moins s'il y a peut-être quelques jours de délai par rapport au feed public-privé, peu importe. Mais est-ce que tu vois une espèce d'effort dissimulé de vouloir pousser les gens vers ce genre de façon-là? Ça peut être possible. Alors, je n'exclus pas du tout, justement, cette théorie, cette hypothèse, puisqu'on finit, par exemple, en France, à investir sur du Intel 471, du Sequoia, du Mendiant côté Google, afin justement de réduire le bruit et augmenter la qualité de tout ce qu'on récupère. Donc au final, je pense que on tente beaucoup par ça sur je dirais que c'est une tendance que j'ai pu voir sur ces 6 dernières années, où de plus en plus on basculait sur du payant, extrêmement cher, mais pour gagner un temps considérable. Ouais, ben oui. Mais c'est dommage parce que on passe d'un univers où on était un peu plus libre de partage à comme tu dis, des feeds payants, mais en même temps, puis là, c'est là où aussi la ligne se trace, parce que tu mentionnais notamment, comme dans le cas du cas que tu as analysé en avril, Checkpoint et Google sont arrivés en premier, donc ils ont accès à de l'information privilégiée. Eux doivent probablement payer cet accès privilégié d'une façon ou d'une autre, puis ensuite rendre ça public, puis c'est ce qui est très bien pour tout le monde. Est-ce qu'il y a un intérêt réel qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont accès au premier feed le plus gros, ou on est quand même de fait un équilibre entre les deux univers et ça peut bien fonctionner? C'est une bonne question. Je pense qu'il n'y a, à mon avis, pas un équilibre. Il y a très peu de personnes qui sont vraiment expertes côté recherche d'informations et collecte d'informations, et surtout de qualification derrière. Et eux sauront identifier une source fiable, une source de qualité. Et je pense que avec de nos jours tout ce qu'on voit en termes d'articles, on doit en avoir une 10% qui sont assez matures pour être utilisés et exploitables. Je pense que ce sont les 90% n'ont pas accès à des sources
de qualité derrière. OK. Ben, dans le fond, un peu ce que tu mentionnes. Penses-tu que ça va ne que s'accélérer et est-ce que tu penses que la sous-question, est-ce que le AI est une source du problème dans lequel on est? Donc, la multiplication des pains se fait mécaniquement par du AI justement pour créer du bruit, malheureusement pas au désavantage de tous? Alors, je pense qu'il est possible de bien utiliser les fonctions de recherche côté AI afin de faire le tri, justement. Côté analyste, la façon que j'ai que j'ai pris, la méthodologie que j'ai prise pour la campagne Wine Grape Loader, de consulter les articles, etc., est très chronophage. Et je pense que bien utiliser les recherches avancées côté ChatGPT, etc., Perplexity pourrait permettre de retirer déjà pas mal de bruit et de sélectionner des articles qui correspondent à certains critères. Donc là, on va dire par exemple, on va proposer des critères, un certain niveau technique, qui est des IOC, qui est potentiellement un impact opérationnel intéressant sur l'article, et demander les recherches de tous les articles qui correspondent à cela. Donc ça peut être une grande aide, je pense, et que justement l'utilisation actuelle de l'IA qu'on voit sur certains articles, et surtout pour de la rédaction rapide, de la création de contenu. Voici l'article de Checkpoint, par exemple. Fais-moi un condensé et je ne veux pas que ça soit du copier-coller. Et hop, là, au bout de 30 secondes, ils ont leur article et c'est publié. Ouais, ça, on le voit beaucoup sur LinkedIn, malheureusement, cette surabondance de bruit. Puis ça, c'est une de mes plus grandes plaintes de comment la plateforme est rendue. Depuis au moins la dernière année, il y a plus de bruit que de signal. Donc, c'est de moins en moins utile pour être au fait des dernières tendances, notamment, et de voir les choses aller. C'est vraiment juste du faire valoir et du bruit essentiellement plus que du contenu pertinent. C'est ce qui est très triste par ailleurs. Là. Exactement. Et on va retrouver ça aussi dans les flux Stix qu'on va pouvoir récupérer par exemple sur nos outils comme du MISP ou de l'OpenCTI. On se rend compte en fait qu'il y a beaucoup d'overlap entre les différentes sources qu'on va récupérer, des différents gouvernements, des différentes sources fiables. On va beaucoup retrouver d'overlap et du coup, ça aussi, si initialement c'était un outil qui était très utile, euh, d'avoir toutes les sources côté OpenCTI par exemple, avoir des beaux dashboards, des artefacts qui y sont liés, eh bien l'analyste, lors de la configuration, a énormément de travail au niveau de la qualité et de recherche de qualité pour peupler ce genre d'outils. Très intéressant aussi qu'on se retrouve des éléments plus mécanisés. Il y a pas, donc, incidemment, il n'y a pas de façon de nomenclature unique qui nous permet justement de faciliter le travail de l'analyste à déjà retirer ce qui pourrait construire comme des overlaps ou les doublons, comme tu mentionnes. On est vraiment encore dans un modèle un peu plus archaïque et ancien. Alors on peut s'aider de la norme Stix Taxi justement pour essayer de voir si, par exemple, la taxonomie a été bien faite ou elle est bien faite chez certaines sources. Donc ça permet déjà de savoir s'il y a du travail derrière et si les feeds qu'on reçoit sont de qualité. Donc je pense que c'est déjà un début. Me remet encore dans les mains de l'analyste le plus gros du travail de tri de ça. Dans le fond, on avance, on essaie de mécaniser, puis finalement, on retourne toujours au fait que l'analyste a le plus gros du travail de premier filtre qui est nécessaire finalement. Là. Eh bien, ce qui est, je pense, une bonne chose du coup, parce que les analystes ne seront pas remplacés de sitôt par par des modèles de LLM. Ah, je pense pas qu'il y a un danger à ça prochainement. Là, de toute façon, même si puis c'est un peu ça le souhait que le premier filtre soit effectué par peu importe le AI qu'on utilise, quand même de conserver le travail des analystes est nécessaire parce que toute la subtilité n'est pas encore maîtrisée. Probablement jamais maîtrisée complètement par le AI et là, l'intelligence humaine supplante, en tout cas du moins pour un avenir prévisible, ce qu'on a dans nous autres en cyber. De ce filtrage-là, ensuite, donc de ce overlap-là, puis là,
si on fait une comparaison par rapport aux articles que tu vas passer, est-ce que c'est le même genre de choses où il y a une source d'origine de qualité, puis ensuite ça devient toutes des copies de la copie, ou on se retrouve le même phénomène nécessairement dans ces feeds-là aussi? Alors, on le retrouve moins, je trouve. En fait, on est souvent sur des coïncidences, on va dire, surtout sur les feeds de certes gouvernementaux, où en fait ils vont traiter du même sujet, du même APT, par exemple. Ils vont récupérer des informations chez diverses sources, et au final, ils vont produire une qualité assez similaire, si je peux le dire. Et du coup, ils vont souvent, par exemple pour Grape Loader, c'était une campagne qui a touché tout ce qui était étatique, tous les ministères des Affaires étrangères et les ambassades en Europe. Donc forcément, tous les certes publics côté européen vont travailler, vont traiter du même sujet et vont essayer de fournir des éléments pertinents. Et par exemple, sur les feeds comme celle du... Moi, évidemment, je vais prendre du CERT-FR, par exemple, et du CERT-Luxembourg. On va retrouver de l'overlap. Mais ce qui est normal. Et pourtant, l'overlap va quand même rester lié à des choses de qualité derrière. Au moins, ça, c'est déjà plus rassurant que les sources plus publiques, là, les publications qui sont faites dans le cas où la qualité va diminuer rapidement avec le nombre de copies de lesquelles c'est fait. Là. Les clones sont de moins en moins de qualité, là, comme on peut prendre comme analogie. De ce côté-là, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ressortent à part les overlaps? Il y a des choses justement qui ont été beaucoup discutées. Donc, lors de la Sens, par exemple, j'ai effectué la Sens orientée CTI, la SEC 571, si je me rappelle bien. Et en fait, on parlait lors de la formation du nommage des groupes, etc. Même côté Mitre Attack, on va aussi parler côté nommage. Et il y a des mauvaises pratiques qui sont énormément utilisées. Par exemple, tout ce qui est nommage des groupes. Donc, de ce que je peux voir au niveau des articles, on va être assez rapide à attribuer une campagne à un groupe. Mais dans le fond, c'est bien plus compliqué que ça. Par exemple, on va être rapide à attribuer à APT29 un groupe. Certains articles vont induire des biais en n'appelant pas APT29 par son trigramme avec les chiffres, mais plutôt Cozy Beer, par exemple, ou Midnight Blizzard. Alors, c'est des noms un peu farfelus que tous les éditeurs antivirus aiment. Je sais pas pourquoi. Ils aiment utiliser leur propre nommage. Il y a des travaux récents, quand même, pour tout harmoniser. Mais initialement, c'était prévu pour être harmonisé. J'imagine que dans la norme, c'est déjà placé pour normaliser, mais c'est les éditeurs qui ont décidé de, probablement ceux, là, tu parles de Cozy Bear notamment, de donner des noms un peu sexy, un peu vendeurs, un peu marketing pour espèce de changer ça. Mais je pense que dans le cas de Cozy Bear, le nom de l'animal est lié au pays. Bref, ils ont quand même de la structure dans la façon de le nommer, mais c'est pas comme une nomenclature facile à repérer dans un répertoire unique, comme les CVE peuvent l'être, par exemple, pour repérer un élément unique et ne pas le doubler dans le fonctionnement, dans le nommage, dans les outils et tout ce qui aide énormément notre travail. Là. Exactement. Mais comme tu le dis justement, tout ce qui est Bear ou Blizzard va renvoyer à la Russie. Mais justement, c'est une mauvaise pratique, puisque ça va induire des biais. Et on veut que l'analyste CTI n'ait aucun biais, pour ne pas sauter sur certaines conclusions qui sont totalement fausses et qui vont pas forcément l'aider, ou en tout cas aider l'équipe de réponse à incident s'il y a une attaque, par exemple. Savoir que c'est russe, chinois ou peu importe le pays, au final, si on n'est pas côté public pour de l'étatique, ça a très peu de plus-value. On va plutôt essayer de ne pas se polluer avec et chercher plutôt des vrais TTP, des techniques, des méthodologies qu'on va pouvoir appliquer sur différents cas et qui vont aider à construire une meilleure défense. Donc je vais prendre un exemple, par exemple, pour tout ce qui est campagne liée à du phishing.
Donc là, ce qui est intéressant, par exemple, pour GrapeLoader, c'est qu'on va avoir du phishing lié à des fausses invitations de dégustation de vin. Donc là, ça, c'est un vrai TTP, puisque l'attaquant ne va pas le changer directement du jour au lendemain. Il va pas pouvoir changer cette méthode, parce que c'est sa méthode pour cette campagne. Et on va retrouver sur certains articles seulement des IOC, des IP ou des choses qui sont changeables facilement par l'attaquant. Donc là, je vais prendre l'exemple de la pyramide de la douleur pour l'attaquant. Tout ce qui est facile à changer et difficile, les TTP, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et l'idée, c'est que si on peut le mapper sur une technique mitre, par exemple, on est bien. On est sur quelque chose de solide et d'exploitable pour l'entreprise. Tandis qu'une simple IP, on sait tous qu'il y a une durée de péremption sur des IOC. Une IP va être utile un jour, une semaine, grand max, et on va passer à autre chose. Et ces articles, du coup, qui ont copié-collé et qui ont seulement mis certains IOC qu'ils ont trouvés quelque part, seront déjà inutiles si on rencontre le cas en interne. Tout à fait. De toute façon, quand je poche en incident, généralement, justement, je me base rarement sur ça. Je regarde les comportements et je tire des conclusions sur son comportement. Puis des fois, généralement, je suis même capable de tirer des conclusions sur la sophistication du groupe en arrière de ça, parce que des fois, c'est des groupes non organisés où ils ont juste acheté des outils un groupe plus organisé. Et là, on va voir rapidement la différence de connaissances et d'habilité des choses. Et dans un que pas si longtemps que ça. Je voyais l'attaquant se promener à tâtons comme un peu à l'aveugle dans un environnement. Donc, tu fais, OK, bon, lui, clairement, il est pas tout à fait familier et aller avec ça. Mais si j'étais, puis justement, pour prendre ton exemple, si j'avais dit oui, c'est APT quelque chose, ou si c'est les Russes, j'aurais tout de suite eu un biais dans mon analyse, donc j'aurais été plus restreint. J'aurais pas été capable de voir qui tâtonnait, par exemple. Donc, de chercher des traces et de rémédiation efficace par rapport à quelqu'un qui tâtonne que quelqu'un qui est plus ciblé, qui est plus direct, m'aurait donné des éléments différents. Il m'aurait fait manquer des signaux qui étaient par ailleurs très importants à l'analyse dans lequel je m'étais trouvé. Là. Oui, tout à fait. On le retrouve beaucoup avec tout ce qui est ransomware as a service, par exemple, Lockbit qui sévit depuis des années et qui vend son ransomware, qui est réutilisé un peu partout. Ce que j'ai pu voir lors des articles, c'est dès qu'on voit qu'il y a des traces de Lockbit, on va dire que c'est Lockbit et on va attribuer au groupe. Ce qui est faux, comme tu l'as dit. Certains attaquants peuvent acheter le ransomware. Les TTP n'ont rien à voir avec du Lockbit, justement. Ils n'ont rien à voir et pourtant, ça va être attribué très vite pour avoir l'effet buzz. Sachant qu'aussi, tout ce qui est grand groupe de cybercriminels comme Lockbit sont constitués de sous-groupes qui ont des spécialités différentes, du dev différent, des cibles différentes, et sur lesquelles justement l'attribution grandement à un groupe d'APT est fausse, parce que ça trouve c'est un sous-groupe qui est lié à une campagne. Notamment, ouais. C'est le fait de prendre les outils et de déduire que le groupe qui est en arrière de l'outil, non que c'est un outil comme un autre qui peut faire partie d'un amalgame, soit qui a été loué, soit il fait partie d'un sous-groupe du grand groupe, ou peu importe qu'est-ce qui arrive et ne donne pas le bon signalement, si on veut. Et ça induit beaucoup de problèmes en gestion d'incidents, notamment, là, pour l'avoir vu dans certaines occurrences, malheureusement. Là. Oui, je comprends totalement. Et justement, lorsque j'étais étudiant, c'était l'une des premières difficultés en termes de compréhension côté CTI pour faire le tri entre tous les rapports. C'est qu'on arrive sur différents rapports qui parlent du même groupe avec des TTP qui ont rien à voir. Et là, en termes d'analyse, on arrive sur quelque chose de compliqué. L'avantage, c'est que pour tout ce qui est ransomware, la lettre de rançon est assez caractéristique parce que c'est signé du groupe. Mais pour d'autres genres d'attaques qui ne va pas jusqu'à l'étape finale avec l'impact, etc., on va être beaucoup plus dans le flou pour le coup. Effectivement. On a fait un bon tour. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on n'a pas couverts que tu aimerais discuter?
Non, je pense qu'on a fait un très bon tour. C'est super, ça nous a permis un peu de véhiculer les choses et de mettre les avertissements nécessaires pour aider les analystes à faire un choix éclairé dans leur cheminement. Je remercie énormément de cette contribution, c'est toujours très intéressant. J'en sors toujours un peu grandi aussi à travers ça, parce que tu as une expertise qui dépasse largement la mienne, que j'apprécie énormément ces conversations-là. Merci beaucoup, Nicolas. C'est un plaisir partagé.